yo chers internautes, c'est Auré. Avant que la postologie soit entachée par le conflit J.J. Abrams et Rian Johnson, un réalisateur nommé Colin Trevorrow, bien évidemment inconnu au bataillon, ce réalisateur a travaillé 4 ans sur un script pour l'épisode 9 qui devait non pas s'appeler l'ascension de Skywalker, mais Duel of the Fate, d'où la traduction française Duel des Destins pour faire référence à la célèbre musique qui accompagne le combat entre Qui-Gon et Maul. Une des premières références à la prélogie. Pour le bien de vos oreilles, petit extrait de la musique. Dans cette vidéo, on va raconter et débattre sur le script originel de la fin de la postologie et le raccorder aux précédents épisodes. Je ne serai pas seul dans cette vidéo, je serai accompagné d'un fan hardcore de la saga et ami de longue date, Eddie. Salut, en effet on va tenter de clarifier ce scénario finalement peu connu du grand public. Générique. Précisons tout d'abord que ce scénario fait partie des 2 scénarios refusés par Kathleen Kennedy, ce qui a entraîné le remplacement du réalisateur de base. Kathleen Kennedy, je te déteste. Cependant, on a quand même voulu rendre hommage au premier scénario qui va vous surprendre, même s'il n'a pas eu la chance d'apparaître sur le grand écran. Le texte défilant explique que le Premier Ordre a coupé les communications entre les systèmes de la galaxie. Ça rappelle beaucoup le début d'un épisode de Star Wars, non? Ça ne serait pas le Leia va donc échafauder un plan pour contrer son fils Kylo Ren. Le film commence au chantier naval de Kuat, très connu de l'univers étendu et entouré d'un anneau qui recèle des chantiers du Premier Ordre en fabriquant des Star Destroyers. Rose et Finn sont à nouveau réunis pour une mission d'infiltration. Rose a enfin un rôle. BB-8 est aussi avec eux, ainsi que Rey qui est déguisé en Tusken. Je ne vois pas pourquoi un costume de Tusken servirait dans une mission d'infiltration. Le groupe va essayer de saboter les installations. Rey transforme son bâton en double sabre laser, ce qui rend cohérent la maîtrise de cette arme. Les héros finissent par s'emparer d'un Star Destroyer Eclipse, ravitaillant la résistance, réduite à néant dans l'épisode précédent, apportant un lien entre les 2 épisodes. Le vaisseau des Chevaliers de Ren arrive sur Kuat et tue le responsable des chantiers. Les Chevaliers de Ren ont enfin un rôle. Ensuite, Coruscant fait enfin son retour. Devenue la capitale du Premier Ordre, la ville s'enfonce pourtant dans la pauvreté, dans les niveaux bas. Hux est le chancelier de la capitale. Hux reprend enfin son rôle de leader, perdu dans l'épisode 8. Il me semble mieux géré que dans le film de J.J. Abrams où il perd définitivement toute crédibilité, devenant une taupe de la résistance, et c'est beaucoup plus logique de le voir suivre son discours de l'épisode 7 jusqu'au bout. Coruscant tant qu'à elle, elle confirme son importance dans la saga, ce qui contraste avec la manie de cette postologie à créer sans cesse des nouvelles planètes trop souvent identiques aux anciennes. Hux est clairement un personnage gâché de la postologie qui aurait pu avoir une histoire beaucoup plus intéressante et non pas un personnage plat sous J.J. Abrams, puis remodifié par Rian Johnson, où il avait un minimum de caractère. Mais le voir chancelier aurait pu clairement faire évoluer le personnage tant bien. Par contre, on a une apparition d'une guillotine laser utilisée par Hux, détail qui me dérange un peu beaucoup et que je juge trop réaliste pour du Star Wars. C'est là où je ne suis pas d'accord avec toi. Je pense qu'au contraire, ça confirme l'évolution du personnage de Hux, qui est un personnage dérangé et avec des idées pas nettes. Ça aurait été incroyable que Disney laisse passer une scène où l'on voit une de ses exécutions qui peut faire penser à l'intro de Pirates des Caraïbes 3 où les pirates se font pendre et qui est une des scènes qui m'a le plus marqué dans un film Disney. Tout ça pour dire que Hux avait un potentiel dans ce script. On introduit ensuite Kylo Ren hanté par le fantôme de Luke sur la planète Mustafar, ce qui rend déjà crédible la dernière parole de Luke sur Krayt. Donc Kylo va donc trouver un holocron Sith sur le château de Vador, Qu'on introduit dans Rogue One, où il va découvrir
découvrir Palpatine qui lance un message à Vador en l'an +4. Palpatine dit que si Luke le tue, Vador devra emmener Luke au système de Remine-Kor pour trouver Tor Valum, le maître de Pélegis le Sage lui-même, maître de Sidious. L'holocron de Palpatine va attaquer Kylo Ren avec des éclairs rouges qui vont le défigurer. Palpatine est un personnage qui est mort dans Star Wars 6, d'où l'holocron. The Rise of Skywalker n'était pas encore mis en place. Les héros tant qu'à eux découvrent un système de communication sous le temple Jedi de Coruscant, grâce au texte de Ahch-To. Là on a le retour du Saint Graal de la saga, de ce lieu emblématique qui constitue encore une référence à la prélogie. Le nouveau régime de Coruscant se croise alors avec l'ancien, ce qui constitue une parfaite égalité entre la nouveauté et la nostalgie. L'objectif est donc d'activer ce système de communication imparable par son ancienneté, qui va permettre aux résistants de faire passer le message. Le duo emblématique C3PO et R2D2 va donc se reformer pour aller au temple Jedi. Ce qui aurait été incroyable à voir. Ouais, Rey tant qu'à elle n'a toujours pas trouvé son camp dans la force, ce qui reste fidèle à ses hésitations de l'épisode 8. Kylo Ren, quant à lui, rentre sur Coruscant pour se faire soigner de ses blessures en les masquant avec une armure mandalorienne. La culture mandalorienne a donc sa place dans la postologie et ça aurait été sympathique de commencer à développer sur eux pour faire une transition sur la série de The Mandalorian. Tandis que les hérophiles activaient le signal, Kylo Ren du haut d'un balcon de Coruscant parle à nouveau au masque de Vador, reprochant à celui-ci d'avoir laissé l'amour troubler son jugement. On parle de vous, oui, Anakin, ne fais pas comme si tu savais pas de quoi je parle. Il jette alors le masque du balcon qui se brise au sol. Kylo Ren confirme alors sa volonté de l'épisode 8 de faire mourir le passé, mais passe quand même une scène avec le casque de Vador comme dans l'épisode 7, ce qui au final apporte une évolution plus cohérente que le Kylo de The Rise of Skywalker qui revient quand même sur le passé en s'alliant à Palpatine ressuscité. Du coup, la résurrection de Palpatine n'était pas prévue, contrairement à ce qu'on nous avait dit en fait. Palpatine est-il donc mieux dans une apparition discrète en holocron ou dans un retour imminent? Ça, on ne peut pas en juger, tout dépend de l'utilisation de Tor Valum. En parlant de lui, Kylo Ren va aller voir cet alien vieux de 7000 ans sur Remine-Kor. Il va transmettre deux informations à Kylo Ren. L'existence de Mortis, faisant donc le lien avec The Clone Wars, ce qui rend d'ailleurs justice à cette planète qui méritait d'apparaître dans les films vu son importance au niveau de la force. Étant donné qu'elle abrite des dieux au pouvoir surpuissant, Kylo est mis au défi de remplacer Valum parmi les dieux de cette planète et de pouvoir profiter de l'énergie de celle-ci. Et la deuxième chose, c'est le pouvoir d'aspirer la force vivante, qui ne sort cette fois-ci pas de nulle part, comme la guérison dans The Rise of Skywalker. Cependant, Kylo Ren va finir par aspirer la force vivante de Tor Valum et tuer celui-ci, car il refuse de lui indiquer la position de Mortis, le jugeant pas digne. Kylo fait à nouveau table rase du passé, mais décrédibilise l'aura et la puissance de Tor Valum, ce qui me laisse sceptique concernant son affirmation en tant que méchant. Sachant que Valum n'est pas un personnage connu ni des films ni de l'univers étendu, je ne peux pas trop m'exprimer sur le sujet, c'est comme juger un repas sans même l'avoir goûté. Par contre, la facilité que Kylo Ren a eu pour battre Valum me fait beaucoup penser à la mort de Snoke et que donc ce Valum est un personnage qui, selon moi, n'est pas important à développer. C3PO et R2D2 activent le signal dans le temple Jedi et activent un hologramme de Leia dans plusieurs endroits de la galaxie. Bonne référence au plan de l'étoile noire et mise en avant du personnage de Leia. Rey, Poe, Chewie et BB-8 sont sur Bonadan, une planète introduite dans l'ancien univers étendu. Ils vont faire la rencontre d'un voyant. Il élabore une carte spatiale à partir des visions de Rey où elle voit Kylo. Passage qui me dérange un peu, je n'ai pas l'impression qu'il ait sa place dans le scénario, Rey étant habituée à tout trouver toute seule. Personnellement, je n'ai pas non plus d'attache particulière sur cette partie-là du script qui est très vague et où les personnages se détachent de leur objectif principal. Les chevaliers de Ren rejoignent Rey mais sont vaincus par celle-ci, bouleversés de voir leur passé, toujours inconnu selon le script. Rey va vouloir ensuite la jouer solo et va convaincre Poe de la laisser en l'embrassant, scène plus que passable à mon avis. Kylo va donc aller sur Mortis pour récupérer le pouvoir de la planète. Rey va le suivre et Poe va rejoindre les autres pour libérer Coruscant. Leia se rend dans un cabaret possédé par Lando pour lui demander de l'aide, mais il refuse. Du pur Lando. En effet, Lando reste fidèle à lui-même par son refus et par la possession de son cabaret. Il faut avouer que le Lando en exil n'est pas absolument fidèle au personnage. Une double bataille commence, une sur Coruscant et une sur Mortis. Celle de Coruscant
oppose la résistance au premier ordre sur Terre, dans les airs et dans l'espace, pour décider du sort de la galaxie suite au message de Leia. Celle sur Mortis va opposer Rey à Kylo Ren au sommet d'une montagne. Rey propose à Kylo Ren de se repentir et Kylo propose à Rey de régner avec lui. On apprend que c'est Kylo qui a tué les parents de Rey. Et qu'il n'était personne, comme dit dans l'épisode 8. Il se dirige vers le temple pour récupérer le pouvoir, mais ne trouve rien. Luke le hante encore et le pousse à se repentir. Pour l'instant, Rey compte sur la force pour gagner le combat, même si elle ne le voit pas. Rey trouve alors l'équilibre dans la force en ne rejetant ni la lumière ni l'obscurité. Rey désarme Kylo, mais celui-ci se régénère en aspirant sa force vitale. Alors que Rey est sur le point de mourir, elle réussit à faire repentir Kylo Ren, qui sacrifie sa vie pour régénérer la force vitale de Rey. Les deux versions du scénario posent problème à ce niveau-là, Kylo se repent beaucoup trop vite. Kylo révèle ensuite le nom de famille de Rey qui est Rey Solana. Rey obtient alors un nom lambda et les fantômes de Obi-Wan, Yoda et Luke font leur apparition pour tenter de sauver Kylo Ren en vain. Rey, ayant peu de force, est alors transportée dans le niveau astral qui est sa récompense pour avoir trouvé l'équilibre dans la force. Cependant, elle décide de ne pas y rester et de continuer sa vie pour le meilleur et le pire. Obi-Wan lui dit alors qu'elle ne sera pas la dernière des Jedi. Sur la bataille finale de Coruscant, Finn, R2-D2 et C-3PO aident la ville à se révolter et R2-D2 va jusqu'à sacrifier sa tête. La résistance finit par l'emporter avec le soutien inattendu de Lando et on a même le droit à Chewie dans un X-Wing. Comment a-t-il bien pu faire pour rentrer et mettre le casque? Enfin bref. D'ailleurs, en voyant que la bataille est perdue, Hux se suicide avec le sabre laser violet couleur améthyste de Mace Windu. On a donc une belle image d'un Hux collectionneur et passionné de la force. Après la bataille, Chewbacca et Leia réparent R2 qui projette de nombreux souvenirs de sa mémoire jamais effacée. On a donc un récapitulatif de certains moments clés de la saga. Le film se termine avec la planète Modesta où Rey forme une nouvelle génération de Jedi en présence de Finn. Voilà, c'est la fin de cette vidéo. J'espère qu'elle vous aura plu. Merci à Heidi d'être venu pour cette vidéo. Merci à toi de m'avoir invité. Voilà, donc n'hésitez pas à dire en commentaire ce que vous en avez pensé. Lâchez un petit pouce bleu pour le soutien de la chaîne. Voilà, c'était Auré. C'était Edgy. N'oubliez pas de vous abonner. À la prochaine.